Et bonjour à vous, ici Mom. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas actuellement en train de regarder le marathon Alendra qui s'est passé le samedi 1er juin. Marathon qui a eu lieu justement autour de ce jeu incroyable ici sur PlayStation. Une journée en fait qui est placée sous le signe donc des litanies de l'acier. Marathon en fait qui certes j'ai passé ma journée à jouer à Alendra qui est un de mes jeux du cœur et que j'ai présenté déjà plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais c'était surtout l'occasion de parler de ce roman, Litanie de l'acier, dont je vous rabats les oreilles plusieurs fois, c'est vrai. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est un projet auquel je crois, c'est un projet qui me tient à cœur, et c'est un projet que j'ai envie de faire vivre. C'est un projet que j'ai envie d'amener d'amener au monde, parce que c'est un projet de longue date, et que c'est un projet qui comment dire, j'ai mis beaucoup de moi là-dedans, beaucoup d'énergie, et justement pas mal de rigueur aussi, et je suis tellement content d'avoir atteint mes objectifs que là maintenant... la balle est dans votre camp, j'ai envie de dire. Donc je rappelle que le lien des précommandes, j'insiste, ce sont des précommandes. C'est pas une campagne de financement du style, j'ai besoin d'argent pour vivre le temps que j'écrive. Le roman est écrit, donc ce sont des précommandes, le roman est prêt. Il faut juste des fonds pour pouvoir financer l'impression. Donc le lien justement de la campagne Ulule est en description. Je la remets ici dans le chat. Ah bah voilà, Anna a fait ce qu'il faut. Et justement, je vais mettre... Ah bah elle l'a même épinglé. C'est merveilleux, je suis entouré des meilleurs modos et de la meilleure communauté. Hein, les mots musclés que vous êtes. Bon, j'espère que vous allez bien. Parce que voilà, j'ai profité en fait de ce moment du marathon Alendra pour vous parler plus en détail du contenu, de l'histoire qu'il y a dans les litanies de l'acier. Parce que justement, pendant le marathon, on a évoqué, je sens, le scénario d'Alendra, on a évoqué quelques passerelles qu'il y a entre le jeu et mon roman, que je rappelle, Litanie de l'acier, vous pouvez le lire, même si vous ne connaissez pas Alendra, Xenogears, FF6, qui sont mes inspirations principales, et même si vous n'avez pas lu Errant au bord de la falaise, parce que y a quand même des liens, des passerelles entre mes deux romans. Et d'ailleurs, je rappelle que sur Ulule, il y a une contrepartie à 40 € où il y a les deux romans, Errant au bord de la falaise et Litanie de l'acier. Et ces 40 € comprennent les frais de port. C'est 40 € tout compris pour deux romans qui, l'un fait 440 pages et l'autre 480 pages. Donc on est sur des gros romans, on est sur des romans qui tiennent sur la durée. Donc voilà, c'est pour un peu represser tout ça. Donc, si vous êtes familier du contenu momistique, si vous avez vu les autres vidéos extraites de mes lives où j'ai évoqué les litanies de l'acier, donc vous savez que justement la base du roman, c'est que nous avons un héros, Loris, qui est dans l'aftermath de son aventure, il est dans les conclusions d'une aventure qui a déjà eu lieu. Et cette aventure finalement est celle qui est contenue dans The Adventures of Alendra, Loris étant l'alter ego d'Alendra, hein, si on prend un peu les termes tels que je les ai modifiés. Encore une fois, j'insiste, c'est pas une fanfiction, c'est une création originale, mais en fait, c'est vrai qu'en fantasy, je le disais en live, ça s'assume pas trop de dire ses inspirations, moi j'ai aucun souci avec ça. Donc là justement, Loris, cette aftermath dont je parle, cette conclusion, c'est qu'en fait il s'est retrouvé dans un village, au gré de ses explorations, il s'est senti appelé. Il s'est senti appelé pour arriver dans ce village, le village de Londé, je viens de trou de mémoire. Il y a rencontré plusieurs protagonistes, plusieurs personnes, et justement, avec ces personnes-là, il en est venu à lutter contre la menace qui planait sur Londé et le territoire de la Junée qui est le pays dans lequel se trouve le village de Londé, qui est finalement que il y avait une divinité malfaisante qui imposait un règne de terreur sur les fidèles. Et justement, Loris, avec l'aide de Ludwig, Kaeli et les villageois, est parvenu en fait à contrecarrer les plans de cette divinité malfaisante. Et justement, en fait, c'est à la fin d'Alendra, donc ce qui se passe avant Litanie de l'acier, c'est que le village est détruit, il y a eu énormément de morts,
Et donc il faut repartir de zéro, il faut tout reconstruire. Parce que finalement, comme j'ai déjà expliqué, la base des Litanies de l'Acier, c'est ce héros prostré, en proie à un syndrome post-traumatique, parce qu'il n'a pas ménagé ses efforts, parce qu'il a exploré, Loris étant un marche-rêve, il a exploré les cauchemars et la psyché des personnes qui étaient sous l'emprise maléfique du dieu malfaisant. Voilà, il a du sang sur les mains aussi, parce qu'il a tué Logan, le prêtre fou qui a institué cette croyance impie. Donc on est là, on est au début du roman, avec un héros qui est totalement perdu, déboussolé. Il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire. Et justement, dans un premier temps, la question c'est comment se reconstruire, comment se relever après des traumatismes. On a vécu le pire. Que peut-on faire maintenant? C'est finalement en lien avec Errant au bord de la falaise. Errant au bord de la falaise, c'est un récit post-apocalyptique. Il y a eu un cataclysme, comment on fait pour se relever de ça? Et bien, Litanie de l'Acier, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Comment se relever après les traumatismes? Et justement, quel est le rôle de tout un chacun dans son existence? Quelle est la place de l'individuel dans le collectif? La place du collectif dans l'individuel aussi? Et surtout, qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui permet, en gros, de signaler notre identité? Est-ce nos paroles, nos actions, nos promesses, nos regrets, notre passé, notre futur? En gros, c'est quoi l'identité? J'aime beaucoup ces questions de la quelle identité, et je trouve qu'en fantasy, c'est très important d'en parler, justement parce que, puisqu'en fantasy, on part d'un univers qui n'est pas réel, on peut justement extrapoler, interroger, aller un petit peu plus loin. Donc, dans cette situation où, pas que Loris, mais également Kaeli est totalement... En fait, Kaeli découvre ses faiblesses. Kaeli, c'est un peu... C'est elle aussi une marche-rêve. Elle est l'alter ego de Loris. Et en fait, Kaeli, si Loris prend beaucoup sur lui, mais n'hésite pas à montrer ses faiblesses, n'hésite pas à exprimer ses... on va dire ses doutes. Est-ce que je vais pouvoir lire ton livre si j'ai un QI négatif? Bien sûr. Vous pouvez lire le livre. Ça ne s'adresse pas à une élite. Absolument pas. Donc si Loris, lui, intériorise beaucoup, mais n'hésite pas à s'exprimer, Kaeli, elle, en fait, c'est un personnage que j'apprécie parce que c'était la façon que j'avais, moi, de gérer aussi les épreuves. Ça veut dire en mode gros dur. Je prends. Et en fait, je vais m'épuiser à la tâche. Je vais faire énormément de choses pour extérioriser, en fait, tous les coups que je prends. Et justement, bah, Kaeli, en fait, elle en peut plus de ce tempérament-là. Elle est complètement, on va dire, en fait, déstabilisée. Elle est blessée. Son esprit ne tient plus. Elle est au bord de la rupture intérieure. Donc, et à côté de ça, on a Ludwig. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Loris et Kaeli, je disais, sont alter ego. Mais Ludwig aussi, il est l'alter ego des deux. Dire, Ludwig s'investit énormément dans ses connaissances scientifiques, tout comme Loris s'investit en tant que combattant, et Ludwig s'exprime énormément, tout comme Loris, mais tout comme Kaeli, Ludwig aussi, il prend beaucoup sur lui, et il se ronge de l'intérieur. Donc il y a un peu, voilà, une dynamique entre ces trois personnages, où en fait chacun répond un peu à l'autre, et moi c'est vrai que, je le dis honnêtement, je suis pas trop amateur de romance dans la fantasy, mais il y a quand même, moi je vois l'amour dans un sens beaucoup plus large, notamment l'amitié qui est une forme d'amour, hein. Et justement, moi je trouve que l'élément important c'est en fait qu'on ait cette dynamique où en gros on a une vision de l'amour qui va au-delà de juste la passion. Voilà, qui va un peu plus loin que ça. Et justement, cet équilibre des forces entre les trois personnages. Ça, je vais pas parler de triangle amoureux. C'est pas du tout ça. Mais on a un triangle, on va dire, au niveau psychologique. Au niveau de l'écriture, des personnages. Les trois forment un tout, un équilibre, autour duquel va se structurer le récit. Et justement, ce triangle,
va se trouver déstabilisé parce que dans le prologue que vous avez justement en extrait dans les publications que je mets sur Ulule, vous avez justement dans le prologue en fait l'ecclésiastique, j'ai oublié son nom, Rupert. Et bien justement Rupert lui est nommé évêque. Et il va aller en Londée justement parce que l'instance religieuse de Cielmont a connaissance quand même que il s'est passé des choses là-bas. Et donc ils envoient un émissaire pour enquêter. Et cet émissaire, Rupert, il part avec plusieurs personnes. Avec Philibert et Joestine, qui sont des apprentis de l'abbaye de Cielmont. Et avec deux autres adolescents un peu curieux, un peu particuliers, et qui vont un petit peu être les éléments perturbateurs. Donc, un garçon qui s'appelle Karl, et une fille qui s'appelle Ronan, avec un E. Donc justement, une affiliation évidente, enfin un lien évident avec le Ronan de Alendra, le prêtre démon. Là, vous voyez, élément perturbateur. Et en fait, ce Rupert est un personnage qui va venir un petit peu modifier la dynamique qu'il y a entre Loris, Ludwig et Kaeli. Parce que le triangle va devenir un carré. Et justement, Rupert, ça va être cette force qui va apporter de nouveaux enseignements, mais aussi une nouvelle connaissance du monde. Et du coup, au fil en fait de l'enquête qui va être faite en Londée, ils vont s'apercevoir en réalité que en fait le mal qu'a combattu, enfin que Loris, Ludwig et Kaeli ont combattu est beaucoup plus grand que ça. Et donc ils vont devoir en fait partir. Et là on est sur l'inspiration Final Fantasy où en fait on a le voyage, le départ à l'aventure, explorer les contrées qui jusque là n'étaient pas présentes, enfin, en tout cas présentées. Et justement par cette exploration il va y avoir un autre élément perturbateur qui est présenté en fait dès les premières pages, dès le prologue. Je vais pas te dire quel élément perturbateur, quand même je garde un peu de surprise. Et en fait, moi ce que j'apprécie en fantasy, donc c'est pareil dans Final Fantasy, c'est toujours comme ça, hein, c'est l'élément qui va redistribuer les cartes. L'élément qui va venir te dire, ok, tu pensais savoir quelque chose, mais en fait là, il va y avoir quelque chose qui va changer. Et du coup, il va y avoir cette progression au fur et à mesure. Avec justement, la découverte d'un lieu s'accompagne de la découverte de ce mal sous-jacent qui est assez, on va dire, pernicieux, invisibilisé par les décisions politiques. Et en fait, plus on va découvrir de villages et de contrées, plus on va découvrir un peu l'organisation du continent et en fait s'apercevoir que il y a quand même pas mal de faux semblants et pas mal de trahisons. Et en fait, le fait de dévoiler le poteau rose comme ça, c'est aussi une inspiration avec ce qu'on vit actuellement, notamment du fait que, voilà, qu'est-ce que c'est la vertu? Qu'est-ce que c'est faire le bien? Nous avons des personnalités politiques ou des personnalités, on va dire, entrepreneuriales qui imaginent être dans la vertu. Je prends l'exemple de Jeff Bezos. Jeff Bezos est convaincu, en tout cas dans son discours, il essaye de convaincre qu'il est quelqu'un de bienfaiteur. Et que si jamais on lui pointe le fait que les actions qu'il a, les actions qu'il fait, les décisions qu'il prend sont nuisibles pour l'environnement et l'humain, il va dire non mais vous voyez à court terme, moi je vois à long terme. Et en réalité, comment savoir s'il est de bonne foi? Comment savoir s'il a raison? Et là on en revient à quelque chose de lié à Alendra et de lié en fait au Litanie de l'acier, c'est l'aspect religieux, l'aspect de la croyance. Comment savoir si quelqu'un est bon? Comment savoir si les personnes saintes sont des exemples de vertu? Comment savoir si une personne qui dit agir au nom de Dieu, ou au nom d'une divinité, si on va un peu plus loin, comment savoir si elle est vraiment bienfaisante? Après tout, on a eu les croisades. Les croisades c'était horrible. C'était pas du tout... c'était fait au nom de Dieu. Ça se trouve, les Templiers qui sont allés combattre étaient convaincus de vrai pour le bien. Sauf que c'était abominable.
C'était du colonialisme, ni plus ni moins. Et c'était fait au nom de Dieu. Et c'est scandaleux. Oui, mais ça, c'est l'institution. C'est pas la foi. Et justement, la litanie de l'acier, c'est aussi mettre en avant le fait que comment on peut se situer, encore une fois, l'existence, hein, comment se situer en tant qu'individu face à tout ce qui nous dépasse. Aussi bien du côté divin que du côté de la foi, de la spiritualité. On a eu « tuer tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cette phrase, elle est horrible. Horrible. Parce que rappelez-vous, aussi sain que soit un humain, il reste un humain, faillible par essence. Et je renvoie encore une fois à Pas comme tellement, la vidéo sur les cathares, c'est abyssal, c'est abominable. Comment tu peux, mais que l'église de Rome, l'institution en charge de justement mettre en avant la religion, en vienne à massacrer, à faire une croisade à ses propres croyants, à ses propres fidèles. Tout ça parce que les cathares avaient une vision davantage gnostique, une vision qui était en opposition avec l'institution de l'église de Rome. Mais c'est scandaleux. Des chrétiens qui s'en prennent à des chrétiens. Parce que le problème, c'est le pouvoir. Le problème, c'est la volonté de maintenir son hégémonie, maintenir son pouvoir. Et justement, ça, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré dans la litanie de l'acier. Et c'est pour ça que je dis qu'on dépasse complètement le cadre de Alendra et qu'on va beaucoup plus loin. Mais les vidéos de Pas comme tellement, l'Empire n'a jamais pris fin, plus le fait d'avoir joué à Xenogears, qui est une œuvre avec une très forte, on va dire, spiritualité gnostique. En réalité, ce qui rend vicieux, ce qui est le péché originel, c'est l'hubris, c'est la quête de pouvoir, c'est le fait de se croire au-delà d'un humain. Et justement, si on prend Jésus contre le christianisme, je sais que j'en parle tout le temps, ceux qui étaient là ce matin malheureusement vous l'avez déjà entendu mais je le répète ici, si vous avez vu Jésus contre le christianisme de Pas comme tellement, faut bien savoir qu'il y a les premiers enseignements qui ont été faits, donc la gnose, les textes tels qu'ils étaient, sauf que ça, c'était, on va dire, une opposition farouche à l'Empire de Rome. Le Jésus historique s'est fait massacrer par les Romains parce que c'était un agitateur. Et Rome, l'Empire de Rome, voulait garder son pouvoir, maintenir son hégémonie. Et cette quête de pouvoir qui a fait que, une fois que le christianisme avait été maîtrisé, il a été réapproprié et a servi de base pour tout, en fait, l'institution religieuse pour les siècles à venir. Donc en fait, quand on parle des scandales de l'église, l'église avec un E majuscule, que ce soit les croisades, les commerces des indulgences, le colonialisme, l'évangélisation forcée des personnes colonisées, tout ça, c'est l'institution religieuse. Tout ça, des actes portés par l'Empire de Rome. L'Empire n'a jamais pris fin. C'est la volonté de maintenir son pouvoir, maintenir son hégémonie. Les Borgia aussi. Les Borgia, c'est la même chose. En plus, c'est dans la Bible. Pour le coup, c'est même pas dans les écrits gnostiques. Mais si tu es dans les affaires, dans les tribulations, dans les manigances, t'es dans le péché. Et le problème, c'est que l'institution, l'église de Rome, l'institution en elle-même, elle est là-dedans. Et c'est justement ça le cœur, en fait, le cœur de la réflexion, c'est que où se placer nous en tant qu'individus? Où nous placer? Où nous situer? Parce que à l'arrivée, on le voit même aujourd'hui, avec les décisions qui sont prises par Macron et par son gouvernement. C'est pas grave, Henriette. Bon courage pour le boulot.
et tu pourras avoir la rediff. Mais on le voit du coup avec les décisions qui se sont prises de manière politique, et encore plus aujourd'hui où on est dans le cadre des élections européennes, on a de plus en plus l'impression d'être des pions, finalement, et d'être dépossédés de notre existence. On a vraiment cette impression-là. Et ça, justement, c'est la question qui est posée dans l'Italie de l'acier. Finalement, c'est quoi être un individu? Ça signifie quoi l'existence? Que pouvons-nous faire? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Là, je pensais à la vidéo de JD par rapport à la SNCF. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Désolé. C'était un peu sérieux, là, je suis un peu... C'était un peu trop sérieux, du coup, là, je suis un... Très... On lâche un peu la soupape. Mais voilà. Non, l'Italie de l'acier, ça va être ça. Ça va être vraiment aller toujours plus loin, découvrir davantage de choses. Et même si, effectivement, le manichéisme est un élément... dans quelle étagère, exactement? Et même si voilà le manichéisme n'est pas aussi idiot qu'on ne peut le croire, et si le manichéisme peut être formidablement utilisé dans des récits de fantasy, moi c'est vrai que il y a toujours l'ambiguïté. Il y a toujours justement... On peut toujours creuser, on peut toujours trouver des choses. Je pense avoir fait quand même un sacré synopsis. Je sais pas si dans le chat vous voyez peut-être des questions à poser, des choses à éclaircir, je ne sais pas. Et pareil, en commentaire YouTube, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, allez-y, vraiment, go for it. Là, je vois, en plus, bah, on est quand même dans la fantasy, donc on va avoir quand même des moments épiques, des bagarres, des querelles. En plus, encore une fois, j'insiste, mais Dead, Enrico Fatal, dans le chat, a fait un travail formidable d'illustration. Justement, je dévoile pas tout. Mais restez sur la page... allez sur la page Ulule. Régulièrement, je remets le lien dans le chat. Régulièrement dans la page Ulule, je mets en fait des news. Je mets un petit peu des teasers. Et je rappelle également que voilà, on est actuellement à presque la moitié du chemin. C'est très très bien, en 10 jours, hein, d'avoir fait la moitié du chemin. Mais vraiment, comme j'ai expliqué dans le stream aujourd'hui en marathon, toute action est bonne. Dire, ne serait-ce que partager le lien, en parler autour de vous. Même à des personnes qui ne sont pas amateurs ou amatrices de fantasy, parce que justement, moi j'apprécie avoir un livre qui peut être lu un petit peu par-ci par-là, qui peut être lu tranquillement, chillax, vraiment un petit chapitre tous les soirs. On est vraiment dans cette ordre d'idée-là. Et je pense qu'avec Errant bord de la falaise, bah, ceux qui m'ont fait confiance savent que ce que je dis là, c'est vrai, ça fonctionne. Donc, encore une fois, voilà, parlez-en autour de vous. Mais tu vois, à des personnes qui ne sont pas forcément dans la fantasy, mais qui sont, on va dire, sensibles à la question de la spiritualité, de l'existence, la quête de sens aussi. Voilà, je pense que c'est un livre qui peut s'adresser à beaucoup de personnes. Et qui, justement, peut ouvrir des portes. D'autant que, bah, selon les profils de personnes qu'il y a autour de vous, et bien il y a justement dans le Ulule les contreparties avec de la poésie. Donc par exemple si vous avez des personnes qui sont plus sensibles à la poésie, et bien les Litanies de l'acier contient des éléments poétiques et qui justement peuvent être mis au regard de ce qu'on a dans le champ de la persévérance ici et l'existence si fragile également qui sont justement disponibles dans les contreparties. Là Anna nous dit qu'elle a pris le format numérique. Mais si j'ai le taf que je veux la semaine prochaine, je fais péter le bouquin. Oh, ce serait gentil. Mais encore une fois, voilà. Anna, ici, dit quelque chose d'important. Aussi, voilà, si vous avez envie de soutenir, mais que, voilà, vous n'avez pas les moyens et tout ça, mais c'est pas un souci. Parlez-en, partagez. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Le partage et tout ça, c'est vraiment super. Et après, voilà, même contribuer ne serait-ce que 1 ou 2 euros. Là aussi, ça donne un petit coup de pouce. Pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire que on fait pas ça pour rien. Voilà, on fait pas ça pour rien. Après, voilà, je vais pas aller davantage sur ce genre de discours. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du synopsis. On a fait le tour un peu des thématiques
plus en profondeur. Et voilà, Tibbs nous dit j'ai lu Errant bord de la falaise sans être du tout dans la fantasy. Et ça, Tibbs, c'est vraiment un commentaire qui fait chaud au cœur. Donc, moi, de mon côté, eh bien, je vais reprendre mon marathon Alendra. Pour ce qui est de YouTube, j'ai prévu quand même quelques petites vidéos qui vont se faire. Mais honnêtement, je vais plutôt profiter des vacances d'été pour les produire. Pour pouvoir être vraiment posé, tranquille. Et voilà, pour ce qui est du coup de cette présentation, c'est tout pour moi. En attendant de prochaines aventures, prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement et surtout le partage de la campagne Ulule, les litanies de l'acier, roman d'Heroic Fantasy. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.